Bonjour. Je vais présenter dans cette vidéo le dernier chapitre du programme, thermodynamique statistique. Et je vais commencer par le premier paragraphe en quelque sorte, facteur de Boltzmann. Donc ça, c'est le résultat en fait auquel on va aboutir à la fin de cette vidéo. Et je commence par tout d'abord par présenter c'est quoi la thermodynamique statistique et pourquoi la thermodynamique statistique. Je commence par rappeler ce que vous avez vu en première année. Donc, vous avez vu la mécanique des points matériels. Alors, pour définir les paramètres d'état qui permettent de déterminer l'état d'un système de points matériels, c'est la position et la quantité de mouvement. D'accord? Donc, et à partir de la connaissance de ces paramètres, on peut connaître complètement l'état cinématique et aussi l'état dynamique d'un système. Alors, si dans le cas d'un système d'un seul point matériel, donc la mécanique est vraiment satisfaisante pour aboutir à ces résultats. Dans le cas d'un système à deux points matériels, donc vous avez vu l'année dernière en mécanique, par exemple, le problème à deux corps, l'interaction Terre-Soleil, Terre-Satellite, etc. Donc, ça peut se faire aussi dans le cadre de la mécanique. Donc, c'est peut-être plus difficile, mais toujours ça peut se faire dans le cadre de la mécanique et de façon aisée. Alors, si le nombre commence à être grand, donc si le nombre est supérieur à 2, mais n'est pas très grand, donc toujours la mécanique, elle permet de résoudre ces systèmes, mais dans ce cas-là, on doit faire une résolution numérique. Donc, les calculs analytiques deviennent très difficiles et on est amené à faire des résolutions numériques. Et dès que le nombre de particules soit très grand, tel que par exemple de l'ordre du nombre d'Avogadro, dans le cas des gaz par exemple, la mécanique se trouve dans une impasse. D'accord? Donc on ne peut pas connaître pour ce type de système, on ne peut pas connaître à chaque instant la position et la vitesse ou encore la quantité de mouvement de chaque point du système pour définir l'état de tout le système. Et pour cela, donc on est ramené à faire une étude thermodynamique. Alors, dans la mécanique, donc, il faut connaître la position et la quantité de mouvement de chaque point. Ce sont des grandeurs microscopiques. En réalité, la thermodynamique, donc, c'est de nouveaux paramètres d'état qu'on va définir et ce sont des paramètres en quelque sorte macroscopiques tels que la pression, la température et le volume, etc. Alors, en réalité, ce qui va nous permettre de passer du microscopique au macroscopique, d'accord, c'est la thermodynamique statistique. Donc, la physique statistique, en quelque sorte, exploite le comportement collectif des molécules pour faire des prévisions des propriétés macroscopiques d'un système à l'équilibre thermodynamique. Donc, pour déterminer ces paramètres pression, température, etc., donc qui sont des paramètres macroscopiques. Donc, on va faire une étude collective du système pour aboutir à ces grandeurs-là. Et c'est la thermodynamique statistique qui va nous permettre de le faire. Alors là, j'ai parlé du microscopique et macroscopique. Alors, je vais définir ces échelles tout d'abord. Alors, c'est quoi une échelle microscopique? Donc, tout simplement, l'échelle microscopique, c'est l'échelle des atomes et des molécules. D'accord? Donc, une longueur microscopique, elle est de l'ordre de grandeur du libre parcours moyen. Donc là, je rappelle que le libre parcours moyen, c'est la distance entre deux chocs successifs d'une particule avec les autres. Alors, cette échelle, dans le cas des solides, par exemple, elle est de l'ordre de l'angstrom, donc de 10-10 mètres, dans le cas des solides et des liquides, qui sont des phases condensées. Alors, dans le cas des gaz, cette échelle est plus grande puisque le libre parcours moyen il va augmenter, donc la distance entre deux chocs successifs elle va augmenter et elle est multipliée d'un facteur de 100 à peu près. Alors, le nombre de particules constituant la matière à cette échelle est très faible, donc c'est de l'ordre de 1 ou quelques particules au maximum. D'accord? Alors, cette échelle est bien adaptée à l'étude des comportements individuels des particules, mais elle ne permet pas de faire des études statistiques. Donc, pour aboutir aux grandeurs macroscopiques, on ne peut pas partir
de cette échelle microscopique qui est de l'échelle des particules. D'accord? Alors, l'échelle macroscopique. Donc, on dit que on est à l'échelle macroscopique, c'est l'échelle qu'on aperçoit. D'accord? Donc, c'est l'échelle à laquelle nous percevons directement la réalité qui nous entoure. Donc, on aperçoit ce qui est de l'ordre des millimètres, mètres et même plus. D'accord? Alors, à l'échelle macroscopique, de façon générale, l'équilibre thermodynamique n'est pas nécessairement vérifié. D'accord? Donc, à cette échelle-là, les grandeurs intensives telles que la pression, la température, la densité, relatives au système étudié, ne sont plus nécessairement uniformes. Elles peuvent varier d'un endroit à l'autre. Par exemple, on a vu dans le chapitre transfert thermique, d'accord? Si je prends une barre, si je prends une tige métallique, et elle est siège d'un phénomène de transfert thermique, la température en chaque point de la tige n'est pas constante. Donc, on dit que le système n'est pas à l'équilibre thermique, donc il n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Mais ceci n'empêche pas de parler, on va l'utiliser après même, d'un équilibre thermodynamique local. D'accord? Alors, une échelle intermédiaire entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique, c'est l'échelle mésoscopique. Donc, c'est une échelle intermédiaire entre ces deux échelles-là. D'accord? Et c'est cette échelle qui va en réalité nous faire passer du microscopique au macroscopique. Donc, c'est celle qui va nous faire passer à la détermination des grandeurs macroscopiques telles que la pression, la température, etc. Donc là, je rappelle une échelle mésoscopique, par exemple, lorsqu'on a fait les transferts thermiques, pour déterminer la température dans une barre, donc on prend un comme système, donc une tranche, par exemple, entre Z et Z plus DZ. Donc cette tranche d'épaisseur DZ, c'est d'une échelle mésoscopique qui va qui va nous permettre de passer et à déterminer les grandeurs macroscopiques. Alors, à partir de cette échelle-là, on peut raisonnablement décrire la matière de façon continue et il faut que le nombre de particules constituant le système étudié soit suffisamment important pour que les fluctuations des grandeurs intensives soient réduites. Donc là, puisque les grandeurs intensives, leur variation ou leur fluctuation n'est pas importante, donc là, on peut considérer, contrairement à l'échelle macroscopique, on a dit tout à l'heure que l'équilibre thermodynamique n'est pas vérifié. Donc, à cette échelle-là, on peut considérer qu'on a un équilibre thermodynamique local. D'accord? Donc, un équilibre thermodynamique local qui est vérifié. Alors, cette échelle-là, cette échelle mésoscopique, elle est de l'ordre, elle correspond à des longueurs caractéristiques allant, c'est de l'ordre des micromètres, d'accord? Donc, allant de 0,1 micromètre à des dizaines de micromètres. Alors, deuxième paragraphe, facteur de Boltzmann. Alors, on va aboutir à cette notion de facteur de Boltzmann à la fin de ce paragraphe-là et on va essayer de le déterminer, de le retrouver en déterminant la pression dans une atmosphère isotherme. Donc là, on se propose, pour se fixer les idées, le but de ce paragraphe-là, c'est de déterminer la pression, par exemple, dans l'atmosphère, d'accord? En considérant que l'atmosphère-là, elle est à l'équilibre thermique et elle est à une atmosphère isotherme à la température T. Alors, pour cela, donc, on va considérer un cylindre de hauteur H et de section S qui contient un gaz parfait de masse molaire grand M. Alors, le cylindre, il est, pour dire que l'atmosphère elle est isotherme, donc le cylindre, il est en contact avec un thermostat qui impose une température constante T. Donc, le système, il est en quelque sorte en équilibre thermique. Alors, dans ce système-là, on a en réalité une compétition entre deux quantités. La première quantité, c'est la pesanteur, l'effet de la pesanteur. Donc, la pesanteur, elle tend à tasser les particules, d'accord? Donc, les particules soumises à leur poids. Donc, cette pesanteur, elle tend à tasser les particules vers les niveaux, vers les hauteurs les plus petites. Alors là, on remarque bien sûr que dans l'atmosphère, les particules ne sont pas toutes sur le niveau Z égale à 0.
d'accord, c'est qu'il y a un autre effet qui s'oppose à cet effet-là et qui joue un rôle inverse. L'autre effet, tout simplement, c'est l'agitation thermique. Donc, on a ici deux effets, l'apesanteur qui tend à tasser les particules vers les niveaux les plus bas et l'agitation thermique qui tend à rendre ces particules occuper des niveaux, des hauteurs plus élevées. Donc, le but, c'est d'étudier la compétition, si vous voulez, entre ces deux effets. Alors, de ce fait-là, donc, il en résulte un équilibre, un état d'équilibre dans lequel les grandeurs intensives, telles que la masse volumique ρ de Z et la pression P, tous les deux dépendent de Z. Là, par exemple, puisque la pression dépend de Z, donc c'est pourquoi on dit que l'équilibre thermodynamique n'est pas vérifié. D'accord? Parce qu'un équilibre thermodynamique exige que la pression et, par exemple, la température soient constantes partout. Alors, on considère pour cela, donc, pour déterminer, donc le but de ce paragraphe-là, ce qu'on va faire, c'est la détermination de la masse volumique ρ de Z et de la pression P de Z. Donc, pour cela, donc, ces grandeurs-là sont des grandeurs macroscopiques. Donc, j'ai dit tout à l'heure que pour déterminer des grandeurs macroscopiques, donc, il faut partir d'une échelle mésoscopique et puis généraliser ça, etc. Alors, donc, pour cela, on va considérer comme échelle une tranche d'épaisseur dz, donc d'une échelle mésoscopique. Donc, voilà la tranche entre z et z plus dz. Cette tranche, on va considérer qu'elle contient un gaz parfait et on va supposer un équilibre thermodynamique local. D'accord? Donc là, on va supposer que la pression ne varie pas beaucoup. Le P dépend de Z, mais sa variation n'est pas très importante de Z à Z plus dz. Et aussi un équilibre mécanique pour cette tranche dz. Alors, donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, comme je viens de le dire, l'autre système, c'est la tranche de gaz parfait entre Z et Z plus dz. Alors, à partir de l'équilibre thermodynamique local, donc cette tranche de gaz entre Z et Z plus dz, elle est à l'équilibre thermodynamique local, et puisque le gaz est supposé comme étant un gaz parfait, donc il vérifie bien la loi des gaz parfaits, le fameux PV égale nRT. Avec P, donc c'est un P de Z, fois le volume, c'est dV, entre Z et Z plus dz, égale dN de Z, c'est le nombre de moles qui existe dans cette tranche fois RT. Le dV, puisque c'est une tranche cylindrique, donc c'est la surface de base fois la hauteur, donc S fois dz. Et le nombre de moles qui existe dans cette tranche-là, c'est la masse de cette tranche sur la masse molaire. Et on peut introduire la masse volumique qui est égale à dm sur le dV. Donc dm, c'est égal à ρ fois S fois dz. Donc en remplaçant dV et dn par ces expressions dans la loi des gaz parfaits, donc on trouve cette relation-là. En simplifiant par S et dz, donc on trouve une première relation, donc une relation que je vais noter 1, entre la masse volumique et la pression. Donc ρ de Z égale M sur RT fois P de Z. Alors, je vais passer maintenant à l'équilibre mécanique. Alors, l'équilibre mécanique, donc ça suppose que cette tranche-là est en équilibre mécanique, donc ça suppose que la somme des forces qui s'exercent sur cette tranche est égale à 0. Alors, quelles sont les forces qui s'exercent sur cette tranche-là? La première force, c'est le poids, donc dm fois g. En introduisant la masse volumique dm, c'est égal ρ fois s dz fois g uz, avec un signe moins, puisque là, on a choisi l'axe Z dirigé vers le haut, le G, la pesanteur vers le bas. Et on a deux forces de pression. Une première force de pression qui s'exerce par la partie du gaz inférieur sur la tranche, donc c'est une force qui est dirigée vers le haut. C'est une force de pression, donc c'est égal à P de Z fois S fois UZ. Et une deuxième force de pression qui s'exerce par la partie du gaz dans la partie supérieure sur la tranche, donc la force qui s'exerce sur la tranche, c'est égal moins P de Z plus dz fois S fois UZ. Donc, c'est une force qui est dirigée vers le bas. Alors, cette tranche étant supposée à l'équilibre mécanique, donc la somme des forces égale à 0.
Donc là, on peut simplifier par S, S, S partout, UZ, UZ et UZ. Donc, on peut écrire que PZ plus DZ moins P de Z, en ramenant ces deux quantités-là de l'autre côté, c'est égal à moins ρ fois G fois DZ. PZ plus DZ moins P de Z, c'est un DP. Donc, DP égale moins ρ fois G fois DZ, ou encore DP sur DZ égale à moins ρ fois G. Et là, je trouve une deuxième relation entre la pression et la masse volumique. Donc, on a le système suivant, donc une première et une deuxième relation entre P et ρ. Donc, système de deux équations à deux inconnues, très facile à résoudre. Par exemple, il suffit de la première relation, prendre le ρ et le remplacer dans la deuxième équation. Donc, on trouve cette équation-là qui contient comme une seule inconnue, c'est la pression. Et qu'on peut l'écrire, donc c'est dP sur dZ égale moins mg sur RT fois P de Z. Alors, par homogénéité, en faisant l'homogénéité en termes d'équations aux dimensions, là on a P et P, là c'est un dZ au dénominateur, c'est une longueur, donc le mg sur RT, c'est l'inverse d'une longueur que je vais poser 1 sur H, et je vais poser donc H égale RT sur grand M fois G. Donc là, on obtient une équation différentielle de premier ordre, son second membre, la solution de la forme P0 exponentielle moins Z sur H, qu'on appelle loi du nivellement barométrique, donc qui nous donne l'expression de la pression en fonction de Z. Avec P0, tout simplement, c'est la pression au niveau du sol, en quelque sorte, on Z égale à 0, et H égale RT sur mg, comme j'ai dit tout à l'heure. On peut aussi trouver la masse volumique à partir de la première relation, en multipliant la pression par m sur RT, donc on peut écrire que c'est égal ρ0 exponentielle moins Z sur H, avec ρ0, c'est la masse volumique au niveau du sol, donc c'est égal m fois P0 sur RT. Donc voilà, donc, avec ces deux bilans, donc on aboutit à l'expression de la pression et de la masse volumique. Voilà, dans cette courbe-là, je présente la pression P en fonction de la hauteur Z. P0, c'est la pression en Z égale à 0, la pression au niveau du sol. H, donc graphiquement, on peut l'obtenir, c'est le point d'intersection de l'asymptote de la tangente à l'origine, en quelque sorte, avec l'intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote qui est ici l'axe des abscisses. Donc là, le H qui est égal à RT sur mg, on l'appelle hauteur d'échelle. Et là, on peut l'interpréter à partir de cette courbe-là. Le H, ça représente une longueur, d'accord? Donc c'est une hauteur caractéristique qui représente la décroissance de la pression en fonction de Z. On peut déterminer sa valeur numérique avec M pour l'atmosphère. La masse molaire, c'est 29 grammes à mol moins 1. La constante des gaz parfaits, la valeur de l'accélération de la pesanteur et la température ambiante, disons à 288 K, on aboutit à la valeur H qui est égale à 8,8 km. Donc là, c'est pourquoi on dit que ce modèle-là, il est applicable pour l'atmosphère, donc il est applicable pour des systèmes qui présentent des altitudes assez importantes. Ce modèle-là n'a pas de sens si on travaille à l'échelle du laboratoire. Donc si je travaille dans un laboratoire, si je prends une colonne de dimension des hauteurs qu'on utilise dans les laboratoires, on peut dire que la pression à cette échelle-là, elle est presque une constante, d'accord? Donc à notre échelle, on peut considérer la pression comme étant une constante. Donc là, la variation de la pression, c'est vraiment avec des altitudes qui sont assez importantes. Donc c'est pourquoi, je le répète, ce résultat-là est applicable pour l'atmosphère terrestre. Et là, on l'a appliqué dans le cadre du modèle de l'atmosphère isotherme. Donc je rappelle à ce niveau-là, je dis à ce niveau-là, qu'on peut déterminer ces expressions-là dans le cadre d'autres modèles, tels que par exemple un modèle adiabatique, par exemple. Alors, on va interpréter ces expressions-là en faisant une interprétation statistique de ces expressions de la pression, de ces évolutions de la pression et de la masse volumique, en déterminant le nombre
de particules en termes statistiques, c'est-à-dire en quelque sorte en termes de nombre de particules. Alors là, je vais appeler petit m la masse d'une molécule du gaz de l'atmosphère. N étoile, c'est la densité moléculaire, c'est-à-dire le nombre de molécules, le nombre de particules par unité de volume. Alors, si j'introduis la masse volumique qui est égale à masse sur volume, donc là, ρ sur dm. Alors, dm, c'est la masse qui se trouve dans la tranche dz, puisque m, c'est la masse d'une seule particule. Dans la tranche, on a dn particules, donc le dm égale m fois dn. Je peux simplifier par dn, donc c'est égal à ρ sur m. ρ, c'est un ρ0 exponentiel moins z sur h, donc le n étoile aussi, je peux l'écrire n0 étoile exponentielle moins z sur h. Là, le symbole étoile, c'est pour ne pas faire la confusion entre densité de particules et le nombre de moles. D'accord? Donc, tout à l'heure, on a utilisé le petit n pour les nombres de moles. Donc, là, n étoile pour la densité de particules. Donc, on remarque aussi que la densité de particules, elle varie avec la même exponentielle, moins z sur h, et c'est égal à n0 étoile exponentielle moins z sur h, bon, en divisant par petit m, le n0 étoile, c'est mp0 sur mr fois t. Donc là, en remplaçant le h que j'ai donné tout à l'heure par son expression, donc le n étoile, la densité de particules, c'est n0 étoile exponentielle moins grand m, la masse molaire Gz sur RT, aussi égale n0 étoile exponentielle moins mgz sur kBt. Avec petit m, je le rappelle, c'est la masse d'une seule particule. Alors, j'ai passé de cette forme-là à cette forme-là en introduisant la constante de Boltzmann qui est égale à R sur le nombre d'Avogadro. Et aussi le fait que la masse molaire, c'est égal à la masse d'une seule particule fois aussi le nombre d'Avogadro. Donc voilà, en fin de compte, la densité de particules, c'est égal à N0 étoile exponentielle moins mgz sur kBt. Mgz, ça nous rappelle l'énergie potentielle de pesanteur qu'on avait eu en mécanique. Donc, EP égale mgz, c'est l'énergie potentielle de pesanteur par particule. Donc, voilà, j'aurais écrit l'expression de la densité de particules. Alors, ce terme exponentiel-là, donc, il contient une fraction mgz sur kBt, EPZ sur kBt. EP, qui est égal à mgz, c'est l'énergie potentielle individuelle d'une particule dans le champ de pesanteur. Et kBt, c'est l'énergie d'agitation thermique, c'est l'énergie d'agitation thermique allouée à une molécule à la température T. Donc, ces deux termes-là, donc, ce sont deux énergies dans cette fraction-là, et ce sont les termes que j'ai dit tout à l'heure qui entrent en compétition. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que la pression dépend de Z et la masse volumique dépend de Z, puisqu'on a une compétition entre deux quantités physiques, c'est la pesanteur et l'agitation thermique. Voilà, on les retrouve ici dans cette exponentielle-là, donc qui montre la compétition entre l'énergie potentielle de pesanteur qui tend à tasser les molécules, les particules vers les niveaux les plus bas, et le kBt qui se trouve au dénominateur qui tend à ramener les particules vers les niveaux les plus élevés. Donc là, on dit qu'on peut découper l'atmosphère, donc mgz, c'est l'énergie potentielle individuelle dans le champ de pesanteur, donc EP. À chaque hauteur z, on a une énergie potentielle EP égale mgz. Donc pour cela, on dit qu'on peut découper l'atmosphère en des niveaux d'énergie, EP égale mgz. Donc chaque niveau z correspond à un niveau d'énergie mgz. Et les molécules se répartissent sur ces différents niveaux proportionnellement à ce facteur statistique, à cette exponentielle-là qu'on appelle le facteur de Boltzmann. Donc, les particules, encore voilà un petit schéma qui le montre. Donc, là, on remarque que la densité de particules, elle diminue au fur et à mesure qu'on monte dans l'altitude. Et là, si à chaque hauteur Z, j'associe un niveau d'énergie, et on a une énergie mgz, donc là, on a cette décroissance exponentielle par l'intermédiaire de ce facteur exponentiel qu'on appelle le facteur de Boltzmann. Donc, on dit que les particules se répartissent sur ces niveaux-là
proportionnel à ce facteur statistique qu'on appelle le facteur de Boltzmann. Alors, on peut faire une interprétation en termes aussi de probabilité. Alors, une interprétation en quelque sorte probabiliste, en statistique probabiliste. Alors, comment on va introduire cette notion de probabilité? Je reviens à la tranche de tout à l'heure. Alors, je vais appeler tout d'abord grand N le nombre de particules totales qui se trouvent dans toute la hauteur h. Et dN, le nombre de particules qui se trouvent dans la tranche dz. Tout à l'heure, on a calculé la densité de particules. La densité de particules n étoiles, c'est dN dans la hauteur dz sur ce volume-là, sur dV. Donc, le dN, le nombre de particules qui se trouvent dans cette hauteur dz, c'est n étoile fois dV. N étoile, on l'a trouvé tout à l'heure, N0 étoile exponentielle moins EP sur KBT. dV, c'est égal à S fois dz. Alors, le nombre de particules totales, c'est la somme de toutes les particules qui se trouvent dans la hauteur h. Donc, il suffit d'intégrer, il suffit de sommer de tous les dn de 0 à h. Donc, c'est l'intégrale de dn de 0 à h. Voilà, donc c'est l'intégrale de 0 à h, n0 étoile s exponentielle moins z sur h fois dz. C'est une intégrale simple, très simple à faire. Donc, voilà le résultat. Alors, connaissons le dn, le nombre de particules dans la tranche dz, et n, le nombre de particules totales dans la hauteur h, on peut définir la probabilité dp de trouver une molécule entre z et z plus dz. Cette probabilité, tout simplement, elle est proportionnelle à ce nombre de particules que se trouve dans cette tranche-là. C'est le nombre de particules dans cette tranche sur le nombre total, donc dn de z sur dn. Donc, c'est égal à une constante qui fait intervenir tout ce terme-là. Donc, c'est une constante exponentielle moins EPZ sur KBT fois dz. Donc, encore une autre fois, elle est proportionnelle au facteur de Boltzmann et cette probabilité porte le nom de poids de Boltzmann. Alors, comme on l'a défini dans le cas de la mécanique quantique, on peut définir aussi la densité de probabilité de présence d'une molécule dans la tranche dz. C'est tout simplement dp sur dz. Donc, en divisant dp par dz, c'est égal à constante exponentielle moins EPZ sur KBT. Donc, on remarque bien que cette probabilité aussi, comme la densité de particules tout à l'heure, elle est proportionnelle au facteur de Boltzmann. D'accord? Donc là, on peut dire que à température fixée, la probabilité d'occupation d'un niveau d'énergie est d'autant plus forte que son énergie est plus faible. Les niveaux les plus peuplés sont les niveaux de plus basse énergie. Ceci justifie bien les lois de variation de la pression et de la masse volumique. Donc là, on remarque que la pression, la masse volumique, aussi elle varie proportionnellement à ce facteur de Boltzmann. Pourquoi? Ceci est interprété, ceci est expliqué en termes statistiques, en termes probabilistes, par l'expression de la densité de particules et par l'expression aussi de la probabilité de présence d'une particule sur un niveau d'énergie qui sont proportionnels au facteur de Boltzmann. Alors là, je donne dans cette diapositive l'influence de la température donc, sur la probabilité de présence et sur aussi la densité de particules. Alors là, on peut définir la région, voilà, la région basse température et la région haute température. Donc, on dit qu'on est à basse température lorsque l'énergie d'agitation thermique est très petite devant l'énergie de pesanteur. Donc, si cette énergie d'agitation thermique est très petite devant l'énergie de pesanteur, donc toutes les particules ont tendance, donc la pression, elle va tendre très rapidement et ainsi la densité de particules, elle va tendre très rapidement vers zéro. D'accord? Et là, vraiment, toutes les particules, la majorité des particules sont réparties sur les niveaux d'énergie les plus bas. Alors, lorsqu'on augmente la température, et en particulier dans la zone haute température, lorsque KBT devient très grand devant l'énergie potentielle de pesanteur, donc cette quantité à l'intérieur de l'exponentielle, elle va tendre vers 0, exponentielle 0, donc c'est 1.
Donc, la pression et le N, la densité de particules, tendent vers une constante. Donc là, en quelque sorte, on a une répartition équitable du nombre de particules sur les différents niveaux d'énergie. Donc, le P de H tend vers P0, qui est la probabilité au niveau de Z égale à 0, et aussi la densité de particules à la hauteur H est égale, elle tend vers la densité de particules au niveau Z égale à 0. Donc, de Z égale à 0 jusqu'à H, on a presque la même densité de particules et on a aussi presque la même probabilité d'occuper les différents niveaux d'énergie. Alors, je vais terminer donc cette partie-là par une généralisation qui va nous servir en quelque sorte pour passer à la partie d'après. Alors, ce résultat-là qu'on vient de démontrer dans le cas de l'atmosphère isotherme, il est en réalité tout à fait général, mais dans certaines hypothèses. Alors, la première hypothèse, donc ça suppose que le système thermodynamique avec lequel on travaille, il est à l'équilibre thermique avec un thermostat à la température T. C'est le cas qu'on a fait tout à l'heure. La deuxième hypothèse suppose que le système est constitué de particules indépendantes, c'est-à-dire qui n'interagissent pas les unes avec les autres. Donc, cette hypothèse de particules indépendantes, si elle était vérifiée tout à l'heure, puisqu'on a supposé que les particules de gaz sont supposées, le gaz est supposé parfait, donc pas d'interaction entre les différentes particules. Alors, tout à l'heure, on a travaillé dans le cas de l'atmosphère isotherme. Le Z varie de façon continue. Donc là, on a une variation continue des niveaux d'énergie. Donc, le résultat qu'on vient de démontrer dans ce cas-là, il sera général, même si le système est formé par des niveaux d'énergie qui sont discrétisés, des niveaux d'énergie qui sont quantifiés. Donc, la troisième hypothèse, si les niveaux d'énergie aussi sont quantifiés, donc, si les niveaux d'énergie sont discrétisés et prennent seulement des valeurs particulières, E1, E2, E3, c'est le cas de la mécanique quantique, c'est le cas des particules quantiques, comme par exemple le cas d'une particule dans un puits de potentiel infini, on a vu qu'une particule quantique ne peut occuper que certains niveaux d'énergie quantifiés. Donc, cette étude, elle serait utile pour expliquer ceci. Alors, dans le cadre de ces trois hypothèses, donc le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, il est tout à fait général. Et on peut dire que, donc on va admettre la généralisation du résultat établi tout à l'heure, et on peut dire que dans un système à l'équilibre thermique avec un thermostat à la température T, la probabilité d'une particule microscopique indépendante d'être dans un état quantique d'énergie EI est proportionnelle au facteur de Boltzmann. Donc, on peut écrire, donc si j'ai un système d'énergie avec des niveaux discrets E1, E2, E3, etc., la probabilité d'occuper un de ces niveaux-là est proportionnelle à ce facteur exponentiel est proportionnel au facteur de Boltzmann. Donc, on peut écrire que P de EI égale à une constante A de proportionnalité exponentielle moins EI sur KBT, et c'est la loi de Boltzmann. Donc, ce résultat-là aussi, il est vrai, même pour un système d'énergie, pour un système qui est formé par des niveaux d'énergie, mais qui sont dégénérés, avec, en appelant GI, le nombre d'états quantiques d'énergie EI, on peut écrire que P de EI, la probabilité d'occuper un niveau d'énergie EI, c'est toujours proportionnel au facteur de Boltzmann, exponentielle moins EI sur KBT, mais on a une multiplication par le facteur GI, le facteur de dégénérescence, qui traduit le nombre d'états quantiques du niveau d'énergie EI. Voilà donc, si je résume, dans cette vidéo, donc on a déterminé la pression et la masse volumique. On a montré que cette pression et la masse volumique varient en faisant intervenir un terme exponentiel moins mgz sur kbt, et ceci est expliqué en termes statistiques, en termes de probabilité, par la répartition sur les différents niveaux d'énergie des différentes particules qui constituent cette atmosphère. Et là,
Ce résultat-là, il est tout à fait général, même pour un système qui contient des niveaux d'énergie qui sont discrétisés. Donc, cette généralisation-là, ce résultat-là, pour les niveaux d'énergie discrets, donc, on va l'utiliser dans la prochaine vidéo, là où on va s'intéresser à un système qui est constitué par des niveaux d'énergie discrets. D'accord? Donc, ceci serait le point de départ pour la prochaine vidéo qui va traiter les systèmes d'énergie qui sont formés par des niveaux d'énergie discrets. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo pour continuer la suite de ce cours. À la prochaine.